Bon, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je dois batailler toutes les semaines pour enregistrer un podcast avec Moss Mayorum. C'est-à-dire que tout à l'heure, je l'appelle en lui disant si on enregistrait un podcast, il dit ah zut, j'avais oublié qu'on devait faire ça aujourd'hui, j'en ai rien à faire, excuse-moi, j'étais sur la route. Maintenant, je vais me prendre un petit thé de Josiane et puis après, on se verra après si on va faire quelque chose ensemble, etc. Donc, évidemment, je l'ai attrapé à la hussarde, je l'ai collé derrière son micro et aujourd'hui, nous avons un sujet extrêmement stylé à aborder. Comment ça va, Moss? Bah écoute, ça va très bien. Non, j'étais effectivement sur la route parce que figure-toi que les gens qui sortent de chez eux, qui vont travailler dehors, tu vois, qui ne restent pas confortablement les pieds dans leurs petits chaussons. Les prolétaires. Bref, les prolétaires, effectivement, sont obligés d'être sur la route. Et la route par nos contrées, en fait, dès que tu te rapproches de Noël, qu'il y a un peu de pluie, etc., il y a toujours des gogoles pour s'encastrer sur le bord de la route. Donc, en fait, c'est compliqué d'être à l'heure. Voilà, désolé. Quel manque de savoir-faire. Quel manque de savoir-faire et de savoir-vivre, c'est terrible. Écoute, j'aimerais bien attraper un cheval, l'enfourcher et cavaler à travers plaine pour arriver jusqu'à ce micro pour enregistrer le podcast avec toi. Formidable. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ce qui va être possible en revanche, c'est de parler de littérature engagée parce que je crois que c'est le thème que tu as choisi pour aujourd'hui. Oui, alors, que j'ai choisi, que je t'ai proposé, que tu as accepté dans ta grande magnificence, puisque effectivement on s'est dit que ce serait pas mal. Alors on avait parlé un peu de politique déjà, littérature et politique, mais on n'avait pas questionné la figure vraiment de l'écrivain engagé et des écrivains qui choisissent vraiment de se vouer corps et âme à un combat politique ou à un projet politique, que ce soit à gauche ou à droite et à différentes périodes de l'histoire. Voire même de s'inventer une vie d'auteur engagé. Hein. Oui, alors ça c'est encore autre chose, mais on aura certainement l'occasion d'en parler. Et je me suis dit que c'était un sujet qui résonnait pas mal avec l'actualité, puisqu'on a on est dans une période d'instabilité politique, de grands débats en France. Voilà, on vient de nommer le maire de Pau à la tête de l'Élysée. Quand vous entendrez ce podcast, peut-être qu'il aura déjà sauté. C'est possible, on sait pas où ça va. Donc je trouvais que ça résonnait bien, et je t'ai fait cette proposition et tu avais l'air assez hypé. Donc est-ce que tu es hypé? Oui, je suis hypé. La question ne change pas. On est passé de 2024 à 2025, ouais. Mais en Big 2K25, on se pose toujours la question de savoir si on est hypé par les podcasts. Bah écoute, je pense que tu es hypé et je pense que les gens sont hypés aussi parce que je vois qu'on continue à avoir de plus en plus d'abonnés sur Spotify, donc ça fait plaisir. Il faut vraiment dire aux gens, j'en profite, les gens, partagez cet épisode, voilà, faites tourner à vos amis si vous passez un bon moment. Ça peut vraiment aider considérablement. Vous savez que le trafic il n'est pas aussi organique sur les plateformes de podcast qu'il peut l'être sur YouTube, c'est-à-dire qu'en gros vous avez du mal à faire croître une audience si les gens jouent pas le jeu, de partager, etc. Et vous jouez plutôt bien le jeu, mais voilà, petit rappel, petite incitation à le faire. De même qu'on vous incite également à vous intéresser à ce qui se passe à la Giberne et à Carmin, surtout que chez Carmin, ça y est, la situation se débloque. Oui, après un interminable feuilleton, le feuilleton le plus long de ce podcast. Telenovelas. Exactement, la telenovelas. C'est bon, le livre est... alors, a priori, au moment où vous écoutez ce podcast, quelque part entre en train d'être imprimé et en train d'être expédié. Donc en tout cas, il est parti chez l'imprimeur quelque part comme mi-décembre. Et donc il y a des gens qui sont en train de l'imprimer. Et vous allez pouvoir le recevoir d'ici la fin du mois de janvier, peut-être début février. Donc voilà, on y est. Vous pouvez précommander. On a fait une page pour ça. On va pas faire de Tipeee cette fois-ci. On s'est posé la question de savoir si on le refaisait. Ah, vous changez le modèle de financement. Bah, si tu veux, en fait, on a perdu tellement de temps en tractation que, en fait, en réalité, je crois que c'est pas... Enfin, tu vois, on va pas se rajouter 3 mois en plus le temps de faire un Tipeee, machin. On a avancé des sous. J'ai mis beaucoup de ma poche. J'ai mis un paquet d'argent pour payer à la fois les droits, la traduction et l'impression. Donc, n'hésitez pas à aussi faire votre part, c'est-à-dire à acheter le livre et à le partager autour de vous parce que encore une fois, c'est vraiment un très gros bouquin. C'est un auteur de premier plan. C'est vraiment le gars qui influence Elon Musk, Javier Milei et pas mal d'autres gens de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, franchement, achetez ce livre, partagez-le avec tous les gens avec qui vous pensez qu'il peut être nécessaire de le partager. Vous avez un pote qui aime trop la CGT ou qui vous a dit que finalement les grèves à Noël dans les trains SNCF, ça le dérangeait pas plus que ça. Achetez le bouquin, vous le lui offrez. Ça peut presque être une blague entre voisins. Vous avez un voisin casse-pied, vous lui mettez un Sowell sur le paillasson. Voilà, c'est votre chose. C'est à vous de le... Je suis intégralement d'accord, ouais.
Ouais, je suis intégralement d'accord parce que, en fait, c'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec moi, mon propre travail que je produis en ce moment pour le Hussard parce que je travaille sur un. Je tease un peu, mais il y aura un épisode sur Ayn Rand qui sortira. Enfin, Ah, Ayn Rand, comme il faut bien prononcer, qui sortira en 2025, en obèse 2K25. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que on parle quand même d'une auteure absolument majeure dont les traductions des romans en français datent des années 2010. Les vraies traductions, hein, pas les traductions complètes, pas les traductions branquignolesques qu'on avait jusqu'à présent, partielles, etc. et partiales. Alors que c'est des romans qui datent des années fin des années 30 jusqu'au milieu des années 40. Et en fait, c'est absolument effrayant de voir qu'en France, il y a un retard considérable dans la transmission des idées économiques, des pensées économiques, enfin de tout ce qui est toute cette espèce d'esprit de la modernité que les Français n'ont pas du tout su saisir et ils savent pas du tout l'entendre. Et je pense que le Sowell, c'est une excellente occasion de faire changer un peu les choses. Ça résonne aussi avec cette même problématique. Donc voilà, j'encourage aussi les gens à soutenir un beau projet comme ça. Si vous soutenez pas ce genre de truc, vous pouvez pas vous étonner après que la France soit un pays d'énormes bolcheviks mentaux. En fait, à un moment donné, faut aussi voter avec son argent. C'est un peu à l'américaine que ça se passe maintenant. ouais, et puis en fait, quelque part, moi, tu vois, il y a aussi un truc, je trouve qu'on n'insiste peut-être pas assez dessus, et je te soumets cette idée parce qu'elle est plus ou moins connectée à l'idée de l'engagement, en fait. C'est que je trouve qu'en France, on n'a pas cette mentalité américaine, tu sais, qu'ils appellent un peu grassroots, les choses qui émergent de la base, en fait. Il y a Ouais, beaucoup tout de à fait. Français qui pensent que, en gros, il suffit d'attendre que quelqu'un au Figaro parle du truc, machin, pour qu'ensuite, peut-être, les Français aillent acheter dans des bibliothèques. Non, en fait, saisissez-vous des trucs quand vous voyez des trucs passer qui vous Ouais, plaisent. prenez l'opportunité directement et quand elle passe, c'est pour vous quoi. C'est ça, Puis, attendez pas réfléchissez par passivement vous-même. que Bolloré rachète je sais pas quel média pour parler d'un truc. Si ça vous plaît, allez-y, partagez-le, saisissez-vous des trucs, Ouais. parlez-en à tous les gens autour de vous, même si bon, bah, de temps en temps ça fait un peu spamming. Franchement, c'est aussi vous qui faites le succès des choses. Et donc vous avez, enfin, quelque part j'aime bien la phrase un peu de Elon Musk qu'il a beaucoup martelé là depuis un mois et demi, de ce côté vous êtes les médias. Bah, en fait, c'est Ouais. vrai. Je veux dire, vous avez un rôle. Tout à Vous fait. pouvez vous engager Exactement. par la parole que vous portez aussi, en fait. Et donc, voilà, bref, tout ça pour dire, j'ai fait un espèce de tunnel qui nous permet de nous ramener vers l'engagement dans la Ouais. littérature. Alors, mais sauf que je vais t'en éloigner une petite seconde Ah, parce que moi aussi j'ai une actualité à partager pour la non, Giberne. Alors, c'est me dis pas qu'il une a sorti un actualité. nouveau livre. Alors, non, non, on est dessus, on est dessus. Ah. Ça arrivera début février, normalement, si ça prend pas de retard. Je vais teaser un petit peu, ce sera le prochain Mathias Kessler. Voilà, donc il y Mais aura c'est qui ce Mathias il y aura Kessler donc- Ah bah, on ne sait pas, peut-être que les gens devraient se ruer sur le site de la Giberne et prendre PIRL pour en apprendre plus. Ce serait déjà une bonne manière Tiens, tiens, tiens. de se préparer, tu vois. Voilà, à ce qui va arriver. Donc voilà, le prochain Mathias Kessler en préparation. À l'heure où on vous enregistre ce podcast, je suis en train de finaliser pas mal de détails techniques sur les épreuves, sur la couverture, sur ce genre de choses, mais ça c'est en bonne voie déjà. Donc bien évidemment, je suis très content. J'espère que vous serez très content aussi, j'ai bon espoir. Et puis donc vous avez l'occasion de vous mettre dans un petit tunnel pour bien commencer l'année. D'abord Sowell en janvier, puis Mathias Kessler en février. Vous inquiétez pas, on prépare des choses pour mars et avril aussi, donc vous aurez pas le temps de vous ennuyer. Donc soyez au rendez-vous, et puis voilà, on reboucle quand même sur l'idée de l'engagement, puisque c'est plus seulement l'auteur qui est engagé, là c'est le lecteur, c'est à vous de faire vivre le projet en le soutenant, comme vous le faites déjà très très bien, mais en continuant comme ça quoi. Et ben voilà, écoute, je crois qu'on peut dire aux gens qu'ils peuvent encore une fois partager, s'abonner, liker, commenter, tout ça, tout ça. Et peut-être on peut passer au générique. Générique. Regagnez le carré! Feu! Bon, alors, cher ami Hussard, comment veux-tu qu'on commence cette discussion sur la littérature engagée? Parce que je pense qu'on pourrait partir de l'actualité. Il y a des trucs qui se passent dans l'actualité. On a des figures de l'écrivain engagé qui émergent une fois de temps en temps.
Alors, À qui penses-tu? Est-ce que tu penses à une certaine prix Nobel blonde qu'on essaye de nous vendre comme l'héritière de Malraux et de je sais pas quoi ce serait, de la, Sartre, ce tout ça. serait la solution de facilité pour moi que de te dire que oui, mais j'ai envie de te mettre en difficulté. Je pense à quelqu'un d'autre, un certain Juan Branco, qui a publié un petit essai Ouf. soi-disant sulfureux sur le la grand fabrication écrivain. des guillotines. Et donc, je me suis dit, bah tiens, tu vois, parce que je crois pas qu'on ait déjà parlé de lui, ni de son œuvre, ni de ce qu'il fait, ni de tout ça. Je sais pas si tu as déjà lu un peu ses textes. Alors moi j'ai vraiment lu ces textes et c'est vraiment drôle parce que là tu peux pas le savoir mais c'est la différence entre le moment où on enregistre et le moment où les gens écoutent le podcast. Il y a une vidéo qui va sortir sur Juan Branco sur ma chaîne, donc elle sera déjà sortie au moment où les gens entendront ce podcast, donc ils auront mon avis relativement construit sur Juan Branco, enfin relativement même très construit sur Juan Branco. En 2 mots, juste, je l'ai pas traité en charge du hussard, je l'ai traité en cours martial. Voilà, ça en dit assez long sur ce que je pense du personnage. Maintenant, je veux bien développer un peu et puis peut-être clarifier, apporter des éléments en plus. Il y a pas de problème. Alors, écoute, bon, moi j'ai pas lu celui sur la guillotine. J'ai lu 2 des précédents. Je crois que j'ai pas lu celui sur Cyril Hanouna non plus. Non, moi non plus, mais t'as lu Abattre l'ennemi et ouais, t'as lu. Et j'ai lu Crépuscule. Crépuscule. Ouais, moi aussi, c'est les deux que j'ai lu en priorité. La guillotine, je l'ai parcouru, je l'ai lu en diagonale, je l'ai pas lu intégralement. De toute façon, Branco, c'est un peu toujours les mêmes choses en fait. C'est-à-dire que c'est des grandes phrases. En fait, le mec sait pas s'arrêter, il sait pas faire des phrases courtes, donc ça commence à tourner en rond, on sait pas où on va. C'est des pseudo-dénonciations de trucs. Il rappelle, en fait, tu sais, on dirait les gamins de 18 ans qui découvrent que la politique, c'est que des magouilles. Et donc, en fait, ils voient un archipel de magouilles et ils se mettent à les connecter entre elles à toute force. Et dès qu'ils parlent d'un personnage, ils peuvent pas s'empêcher de dire ah oui, d'ailleurs, c'est le mec qui a trempé dans telle magouille en 82, dans lequel il y avait tel autre mec qui a trempé dans telle magouille, machin truc. Oui, ok, on a compris que t'avais commencé à faire des liens entre eux. Maintenant, on les fait pas à haute voix quand tu me parles parce que la discussion elle devient insupportable à écouter. Et Branco, c'est ça. Sauf qu'il a 30 balais, le mec, tu vois. Avec un petit côté en plus, oui, alors moi, en fait, je viens du monde des puissants. Je viens des sphères occultes où ça se passe. Et donc, je vais vous dire ce qui se passait dans la cour de récréation du lycée Louis-le-Grand en telle année, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si c'était Louis-le-Grand, en vrai. Oui, en fait, c'est encore pire que ça parce que je vais te dire un truc. Il a fait Sciences Po, Juan Branco. Oui, et là, il faut que je mette un énorme taquet. Vas-y. Il faut que je mette un énorme taquet à Sciences Po, mais c'est facile de taper sur Sciences Po. Mais je vais t'expliquer un peu ce que je reproche à Sciences Po profondément. Moi, j'ai pas mal d'amis qui feront, je sais pas, non, j'ai pas d'amis aussi jeunes que ça, mais font ou on fait Sciences Po. Et en fait, à chaque fois, je les charrie parce que c'est des gens qui se connaissent pas forcément entre eux, mais ils ont toujours le même putain de défaut. C'est le même défaut. C'est qu'en gros, ils arrivent à Sciences Po et disent ah non, mais moi, je veux pas être comme tous ces sciences-pistes, je veux pas être un vendu au système, machin truc. Moi, je vais être complètement. Ils vont pas dire disruptif, mais c'est ça qu'ils pensent, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils deviennent tous des copier-coller de contrefaçon de révolutionnaires. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent tous non mais le système capitaliste il est pas bien, non mais la bureaucratie française elle est pas bien, non mais machin truc. Et en fait, ils le disent tous de la même façon en baignant dans des espèces d'idéaux gauchistes et gauchisants absolument caricaturaux, mais tu sais très gauche caviar, très bien pensants, se déconnecter de la réalité en plus. Donc c'est même pas une vraie gauche ouvrière etc. qu'on pourrait critiquer, mais qui a le mérite d'avoir une certaine cohérence. Eux c'est vraiment genre l'incohérence totale du petit bourgeois qui a honte de sa classe, mais en même temps qui est tributaire de sa classe pour la position qu'il en tire. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'ils font ça et ils se lancent dans leur carrière, quelle qu'elle soit, politique ou autre, en disant qu'ils vont combattre ça. Et finalement, par un espèce d'effet d'attraction gravitationnelle, mais appliqué aux interactions sociales, ils finissent par se retrouver exactement là, comme dans une tragédie grecque. Ils arrivent exactement là où ils ne voulaient pas arriver, où ils ont tout fait pour, soi-disant, pour pas y arriver. Ils se sont arrivés pile poil au même endroit. Et c'est tous comme ça. Il n'y a pas d'exception. Il n'existe à ma connaissance aucune exception dans l'histoire de Sciences Po à cette règle. C'est Oedipe Roi, mais version Sciences Po, effectivement. Moi, il y a un truc en plus que je leur reproche, c'est que dans l'imaginaire collectif, je ne sais pas pourquoi Sciences Po a une sorte d'image de gens extrêmement cultivés, à l'aise en géopolitique, en histoire, en plein de choses. Ils le sont souvent, parce qu'ils ont de l'aplomb, ils ont beaucoup de gueule en fait. Eh ben oui, mais voilà, mais justement, en fait, moi ceux que je connais, enfin, je vais pas imaginer qu'ils sont tous pareils quand même, mais ceux que je connais, c'est beaucoup de gueule. Et en fait, dès que tu grattes les sujets... En gros, c'est des gars qui ont lu le que sais-je, la culture générale en 150 leçons. Mais en fait, dès que tu grattes, il y a littéralement plus rien, si tu veux. Et donc, après, ils ont des avis aussi, parfois très tranchés sur des situations. Et quand tu commences à dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font de ton avis, et que si tu fais un peu de maïotique, tu te rends compte très vite que, enfin, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc tout ça pour dire que, effectivement, donc je reviens sur Juan Branco.
Moi, Juanito. j'avoue que c'est un personnage que je trouve autant par certains aspects intéressant. Tu vois, la défense de Assange, moi, personnellement, ça me parle. Bon. C'est le seul truc sur lequel moi je peux le saquer. C'est le seul point sur lequel je peux le saquer, c'est la défense d'Assange. Tout le reste, en fait, je vais le réfuter pour une raison ou une autre. Mais voilà, c'est ça. En fait, toutes les espèces de conférences grandiloquentes j'avais écouté une de ces confs à Polytechnique, un truc. Mais il est taré. Mais genre, complètement le mec se prenait pour un. Ouais, vraiment, il se prenait pour un phare de la pensée contemporaine. Tu l'écoutais, il était engagé, il risquait sa vie à chaque seconde, etc. Enfin. Et puis même, je sais pas si tu te rappelles cette misérable histoire de Gonzès qui s'est transformée en un complot mondial ourdi pour abattre Juan Branco. Je sais pas si tu te rappelles de cette ligne de défense qui était une des plus piteuses que j'ai entendues depuis très longtemps. Attends, je me souviens d'un truc encore pire que ça. Je me souviens de l'histoire de Piotr Pawlenski et Benjamin Griveaux qui se pignolaient, parce que ça c'était quand même Juan Branco qui était aux commandes, si j'ose dire, de cette histoire. Et c'est lamentable. En fait, pour le coup, je déteste utiliser l'expression de boomer ridicule, mais c'est la complosphère Twitter dans toute sa splendeur. Tu vois, c'est la rencontre entre Juan Branco, Zoé Sagan et je sais pas, 3-4 autres comptes comme ça à 200K followers, tu vois. Et en fait, c'est des gars leurs followers, c'est à blinde des boomers qui écrivent en majuscule ou qui mettent des 2 points de suspension tout le temps entre chaque mot qu'ils écrivent, tu vois, et qui vont te dire que la France est un pays de vendus, que c'est un pays que le monde politique est corrompu, etc. Ce que je ne critique pas. C'est juste qu'en fait, quand on est à ce niveau-là de compréhension du monde, tu peux aller nulle part parce que tu as juste compris qu'il y avait du mal, mais tu sais pas quoi en faire et comment y remédier. T'es incapable de produire quelque chose, un effet sur le...